Binge Audio. J'ai toujours été traversée par un sentiment d'incongruité. Ce que je subissais était la pression de devenir un homme digne de sa famille, de son nom, de sa race. Donc j'ai décidé de me préserver des violences et des messages haineux et de couper tout lien avec ma famille. Considère que je te raconte ici non pas l'histoire de ma transition, J'ai envoyé cette lettre à ma mère. mais l'histoire de mon émancipation. Et certaines personnes continuent de me chercher parce que j'ai pas réussi à dire les mots à mon père avec lequel j'ai une relation beaucoup moins dans l'émotion, donc je me sentais beaucoup moins apte à parler des choses qui me traversent, des choses que je vis. Ne pas être cet homme arabe. Et donc il a continué de me chercher pendant quelques années, mais récemment j'ai réussi à trouver le courage de lui envoyer une lettre dans laquelle j'explique ce que je suis devenu et l'impossibilité que j'ai de pouvoir lui expliquer, lui parler, l'éduquer sur le sujet. C'est quand même assez compliqué parce que pour être soi, on se coupe d'une partie de ce qu'on est. Donc ça peut paraître assez paradoxal. Encore plus dans ma situation où l'exil et voilà, et toutes ces années de déni racial, de déni familial, de déni sur les origines, m'a coupé aussi d'une partie de ma famille et que là, je dois rejouer en quelque sorte une nouvelle rupture. D'autant que la situation politique dans mon pays d'origine ne me permet pas de retourner sereinement sans prendre le risque de me faire arrêter à la frontière. Par rapport à la rupture familiale, il y a quand même toujours ce discours du deuil qui mobilisait. Voilà, j'ai perdu mon enfant parce qu'il a transitionné, je n'ai plus mon fils. Et en fait, c'est cette manière de définir les gens selon leur genre, et qu'en fait, que le genre soit tellement important pour définir une personne que les parents considèrent souvent la transition comme étant une perte mortelle, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et qu'on ne devrait pas en fait avoir à affronter ça en plus des obstacles sociaux qu'on traverse. On devrait avoir des espaces où en fait notre transition n'est pas considérée comme un deuil ou comme une perte, mais aussi célébrée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un alignement avec soi, une marche vers soi. L'autre rive de mon corps. Une série documentaire de Myrna El Sharif et Naomi Titi, réalisée par Pauline Lagache. Épisode 4. Une marche vers soi. J'avais toujours pensé en commençant ma transition médicale que ça allait être vraiment un gros truc de changer, que ça allait en fait être quelque chose de perturbant. Mais en fait, au final, je pense qu'on a une capacité d'adaptation aussi vis-à-vis du corps qu'on a. Quand on vit les changements, on les perçoit plus de la même manière, on les incorpore assez vite. Enfin, on a une capacité d'adaptation qui est plus grande que ce qu'on peut penser. Les changements qui arrivent dans mon corps, en fait, je les accueille toujours avec bienveillance. J'essaye de pas trop non plus focaliser dessus parce que c'est quelque chose qui est aussi amené à changer. Enfin, il y a des choses qui changent assez vite, d'autres qui changent beaucoup plus lentement. Et c'est un peu cette idée aussi de la transition comme un processus, je pense, continu. Enfin, souvent, tu vois, sur les applis de rencontre, par exemple, des trucs, il y a toujours des personnes cis que tu rencontres qui disent « Ah, est-ce que t'as fini ta transition ? Quand est-ce que tu finis ?» Et en fait, il y a ce truc qui est hyper perturbant parce qu'en fait, t'as l'impression que tu vas arriver à une finitude, mais en fait, pas du tout. Il y a toujours des changements à amorcer. Il y a pas enfin, c'est pas un processus qui est linéaire où on commence par un point A et on finit à un point B. En fait, on passe par des étapes, on fait des reculs. Enfin, par exemple, même sur le passing, enfin, je pense que ça va. Enfin, dans l'espace public, tout se passe bien. J'ai pas, je me fais pas mégenrer souvent. Le mégenrage, c'est quand on fait une référence à une personne avec les mauvais pronoms, le mauvais genre. Comme par exemple quand on désigne au masculin une femme trans. Je me sens plus en sécurité qu'avant, moins vulnérable qu'en début de transition, moins vulnérable aussi que quand j'étais enfant ou adolescente. Et en fait,
t'as quand même toujours des moments de recul où, par exemple, où pendant quelques semaines ou quelques jours, tu vas subir plus de mégenrage, plus d'agressions dans la rue, d'agressions verbales, de personnes qui voient que t'es trans et qui vont en fait le noter, le souligner. Donc voilà, en fait, pour moi, la transition, c'est pas quelque chose qui va se finir. Enfin, c'est un processus qui est assez long, enfin, qui sera aussi long que ma vie, je pense. Je pense qu'on transitionne aussi vers un état d'alignement, et cet alignement, il est aussi variable. Je peux pas dire que avant d'entamer ma transition musicale, c'était très facile de gagner de l'argent, d'avoir des boulots, etc. Parce que bon, je restais une personne racisée. Il y a des périodes où j'avais pas de papier. Il y a quand même une forme de précarité administrative quand on est une personne étrangère en France, et notamment une personne qui vient des pays du Sud. Et surtout aussi, enfin, les 10 années de mensonges et de dissociation raciale ont fait que j'ai pas pu saisir plein d'opportunités pour ne pas me trahir. Ça a créé une forme aussi de précarité. Mais c'est vrai que la transition et le début de la transition musicale, ça rajoute une forme de précarité. Ça crée des déclassements que beaucoup de femmes vivent. À mon niveau, ça a été amoindri par le fait qu'en fait, j'ai quand même fait des études. Voilà, j'ai fait une thèse, même si j'ai commencé ma thèse au moment de ma transition. Il y a des variables en fait qui sont quand même en ma faveur. Mais je me suis retrouvé dans plein de situations où mes employeurs ne m'ont pas forcément protégé de mes genrages volontaires de la part de mes collègues. Enfin, des humiliations qui prennent la forme de mes genrages plutôt. Des situations où on a préféré me virer moi face à ce type de violence plutôt que de sanctionner les personnes. Enfin, pas forcément de sanctionner, mais plutôt que d'essayer de parler avec les personnes qui ont exercé ces violences dans mes activités de recherche. Ça a été un peu compliqué. On est beaucoup moins pris au sérieux quand on est une personne trans. J'étais dans une forme d'isolement aussi par rapport aux autres chercheurs et chercheuses. Ce déclassement, il n'est pas seulement économique, il est aussi, par exemple, dans un accès aux soins qui est mandri, parce qu'en fait, on est toujours regardé comme des anomalies ou parfois des monstres par le corps médical. Donc, on n'a pas accès aux mêmes services de soins. Quand on est malade, il faut faire hyper gaffe à trouver un médecin qui soit pas violent à notre égard. Et en fait, tout ça, ça crée des conditions pour que le déclassement économique soit installé, quoi. Il y a plusieurs moments, en fait, depuis le début de ma transition où j'ai été contrainte de faire du travail du sexe, même si c'est quelque chose qui, bien sûr, peut être fait tout à fait volontairement. Enfin, il y a des personnes qui le font et qui sont très heureuses avec ça. Moi, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a rendue heureuse. J'ai toujours vécu comme une forme de contrainte. Quelque chose, en fait, qui atteint aussi ma sexualité, ma manière d'envisager mon corps, qui n'est pas anodine sur moi. Et je pense que c'est assez spécifique aux femmes trans, c'est que lorsque le déclassement a lieu, notre valeur économique, elle subsiste aussi dans notre corps et dans le fétiche qu'on renvoie sur nos corps. Et que donc le travail du sexe est souvent l'une des seules alternatives qui existent. Salut, moi Eric, 49 ans, cool, mince, 170, 73, pilosité entretenue. Je suis fan de féminité, du troisième sexe et de leur gourmandise. Je suis très attiré par ton teint de peau hâlé. Nos couleurs de peau caramel assorties iraient parfaitement ensemble sur de beaux draps blancs. J'adore la façon dont tu te coiffes et tes cheveux bouclés. Donc des chasseurs, c'est quoi? C'est des hommes qui, souvent des hommes, parfois ça peut être des femmes, qui vont en fait fétichiser les personnes trans, et notamment les femmes trans ici. Et c'est-à-dire que la personne n'est plus vue comme une personne à part entière, mais vue pour ses attributs, par exemple là en l'occurrence ses attributs génitaux, et un peu dépossédée d'une forme de subjectivité. Et donc en fait ils vont s'imaginer tout un tas de choses sur, voilà, sur les femmes trans, sur leur manière de relationner, leur manière d'avoir des relations sexuelles, des rapports sexuels. Il y a des personnes qui le montrent et des personnes qui le montrent un peu moins. En tout cas, ils vont chercher spécifiquement les femmes trans. Enfin là, je parle des femmes trans parce que bon, c'est les situations que je connais. Mais ça peut être évidemment des hommes trans, ça peut être tout un tas de catégories de genre. Alors, est-ce qu'on les repère facilement ? Bah déjà, en fait, en général, dans l'espace public, les personnes qui te cloquent, donc qui découvrent que t'es trans, c'est souvent des chasseurs. Parce qu'en fait, eux-mêmes sont en chasse, donc ils savent, ils repèrent beaucoup plus facilement. Et souvent, ils ont une grille d'analyse, enfin une grille un peu de lecture, je pense, des personnes trans, où voilà, ils savent repérer. Et après, bon, le truc, c'est que souvent, enfin, il y a beaucoup de meufs trans qui vont draguer sur des applis de rencontres gays. Et donc, en fait, souvent, les chasseurs se mettent un filtre pour
accéder seulement aux femmes trans, et donc ils viennent pour ça, donc on peut que les reconnaître. Et en fait, oui, c'est vrai que il y a des moments où, enfin en tout cas pour moi, pouvoir relationner avec ce type de personnes, c'est paradoxalement parfois une forme de validation, même si c'est une validation qui est hyper sale, qui est hyper déstabilisante, c'est pas très valorisant. Et aussi en fait quand on se retrouve dans une forme de misère sexuelle, même si bon c'est pas le cas forcément pour moi, on va avoir tendance à accepter d'être fétichisé pour pouvoir accéder à une sexualité et pouvoir se sentir valorisé, se sentir recevoir de l'affection. Et Salut, ça va bien? Réel trans? Trop sexy, trans fini, waouh. c'est toujours une forme de désillusion parce que au début t'as un peu l'impression où tu te dis bon c'est bon je vais simplement me servir dans quelque chose et me servir en tout cas d'une situation qui n'est pas forcément dans mon intérêt et puis en tirer une satisfaction, qu'elle soit d'ordre sexuel par exemple ou affective. T'es belle, mais ça se voit, t'es dure. Mais en tout cas ça se retourne toujours contre moi parce qu'en fait après ça me met toujours face à un vide. Tu ferais pas de la boxe? Parce que ta beauté vient de me frapper. Disons que j'ai besoin d'avoir un lien intime avec une personne pour pouvoir être totalement bien dans un rapport sexuel et que là c'est toujours quelque chose où tu sens que tu es justement une proie. T'es jolie, j'espère défoncer ton cul. Il y a toujours un peu ce cercle un peu Salut, ça va bien? vicieux où au début Réel trans? tu penses que tu vas chercher une forme de satisfaction, tu te retrouves face à une déception, donc face à un vide, et pour retrouver une forme de satisfaction tu vas te rejeter dans la gueule du lot en quelque sorte. Je cherche des personnes trans pour faire ma première pipe. Ça t'intéresse? C'est aussi assez bizarre parce que par exemple on est un peu réduite aussi si on veut aller sur des apps à aller sur des applis de rencontre gay, parce que si on va sur des apps de rencontre hétéro, si un homme me parle, souvent il va pas comprendre tout de suite que je suis trans et au moment où il va comprendre, il va juste partir. Donc en fait il y a toujours une forme de rejet. Tu as l'air des îles. Ce corps d'Amazone, ce visage métissé. J'ai un pote qui a baisé une Quand trans je regarde sur très belle, photo, je le pense sens que que c'est toi. Ça Waouh, va? tu es Pour une être trans un corps belle, d'Amazon, c'est ce visage opère. bonne journée. Je suis fan de la qualité. Moi, Eric, je cherche des personnes trans pour faire ma première kilos. Ça t'intéresse? C'est un peu compliqué à assumer, mais cette phase-là aussi de dissociation raciale, elle s'est accompagnée quand même, je pense, d'une forme de racisme. Même si je l'ai pas forcément exprimé, mais la haine de soi fait aussi qu'on va aussi avoir une forme de rejet vers les personnes qui sont un peu comme soi et qui appartiennent à la même catégorie. Donc forcément, en fait, ça a créé une forme de racisme et d'islamophobie et quand on rejette tout en bloc, c'est ce qui se produit. Et oui, maintenant, étant donné que je suis en paix avec ça, je les vois un peu différemment au sens où je vais plus projeter sur eux ce que j'avais peur qu'on projette sur moi. Tout cet imaginaire de l'homme arabe violent, insatiable sexuellement, toute cette idée un peu de sauvagerie, de fourberie, tout cet imaginaire qui est colporté par l'histoire coloniale et la colonialité. C'est ça aussi que je cherchais à échapper, sans le vouloir. En voulant y échapper, je l'ai projeté sur les autres. En transitionnant, en fait, je suis passé un peu d'un fétiche à un autre. Avant de transitionner, j'étais... Bon, mis à part les 10 années où je faisais semblant de rien voir, mais j'étais quand même fétichisé pour être un homme arabe, renvoyer une image un peu exotique, que ce soit une forme de virilité ou de non-virilité qui est projetée dessus, mais en tout cas, il y avait toujours cet imaginaire très aliénant de l'homme arabe. Et en fait, en transitionnant, on change de catégorie de fétiche, si je peux dire. Et maintenant, bon, il y a tout ce fantasme, en fait, un peu sur la beurette, un peu, accessible. En plus, je suis tunisienne, donc en fait, il y a un peu ce truc elles sont plus libérées sexuellement, elles savent ce qu'elles veulent, elles sont machin. Puis il y a tout un tas de trucs aussi que je contrôle pas, qui sont plus un imaginaire, je cite, hein, des îles, Brésil. Souvent, en fait, par exemple, quand je parle avec des gens sur des applis, enfin des mecs, ah, salut, t'es brésilienne, t'es d'où au Brésil? Enfin, là, j'en ai des tonnes de messages comme ça, ou salut, beauté des îles, ou, voilà. Genre, la seule île dont je viens, c'est Djerba, en fait. Euh, Il y a ce truc aussi, avec le Brésil, où souvent, en fait, on imagine que c'est un pays où il y a beaucoup de femmes trans, enfin, ce qui est le cas, et que donc, comme je suis mat de peau, j'ai les cheveux frisés, etc., il y a toujours ce fétiche qui revient un peu.
c'est sûr que on n'est pas fétichisé de la même manière quand on est une femme blanche ou une femme racisée, enfin, ou par exemple une femme noire. Par exemple, quand on parle, l'attention est portée sur des éléments très précis. Toujours, c'est soit par exemple mes cheveux, ou on parle même directement de ma couleur de peau en disant que j'ai de la chance d'être un peu bronzée, un peu basanée. Le fétiche racial, il est assez, il a le mérite d'être assez explicite. Contrairement en fait au fétiche sur les femmes trans, qui va toujours être dans un truc un peu de survendre la féminité en disant ah là là quelle belle femme, bonjour femme, j'ai jamais vu une femme. Il y a toujours un challenge pour qui dit le plus le mot femme, où en fait eux-mêmes ils rentrent dans ce jeu de la validation parce qu'ils savent très bien que c'est ce que tu cherches et donc ils te font croire vicieusement que ils sont là parce que tu es une femme et non pas parce que tu es une femme trans. Pour les applis de rencontre gay, par exemple, j'y vais juste parce qu'en fait, leurs messages me font rire. Et que je fais du stand-up avec. Moi, je m'appelle Myrna. Pour moi, c'est un matériau de recherche, en fait. C'est un vaste champ d'études anthropologiques qui n'est pas encore bien exploré et je pense que c'est bien de l'investir. Je vais vous lire des messages que je reçois sur des applis. Ça va vous faire un petit aperçu. Donc le premier est un message c'est une sorte de petite poésie. Je sais pas si vous avez la poésie. Moi j'adore. Et il a eu un matin où un léchage et une baisse de toi. Tu es si belle que ton cul a l'air vraiment génial. Ouais, j'ai pas trouvé la rime riche encore, mais... Au début, j'allais beaucoup pour avoir ce truc un peu de validation. Puis il y a eu des moments très violents où en début de transition, tu reçois des messages auquel tu t'attends pas, du genre ah là là, t'as cru que t'étais une meuf trans avec ta grosse barbe, parce qu'en fait t'es au tout début, donc en fait t'es pas encore. Enfin bon, après il y a des meufs qui gardent leur barbe et c'est super, tu vois. Mais bref, genre il y avait toujours une forme de violence et moi ce type d'interaction me bloque assez vite et j'ai pas forcément un rapport de consommation au sexe et donc j'y vais vraiment que pour les blagues. Enfin, qui sont pas des blagues de leur point de vue, qui sont des messages très sérieux. Ils réalisent pas qu'en fait ils sont juste ridicules, qu'ils racontent juste n'importe quoi. Tu es tellement jolie et excitante. C'est un premier message. Hein. Tu es tellement jolie et excitante. Tu es métisse, c'est ça, je crois. Tu ressembles à une rebeu en même temps. Pour les autres applis, en fait... Enfin, j'ai une expérience assez compliquée du rejet et de l'abandon et du coup, quand j'y vais, que voilà, il y a ce genre de choses qui se passent, des personnes qui te bloquent juste après avoir découvert que t'étais trans ou en fait, devoir répondre à des questions sur est-ce que t'es opéré, est-ce que tu comptes le faire, j'ai jamais couché avec une meuf trans mais j'aimerais bien. Et en fait, ce qui entretient tout ça, c'est que aussi nos constructions, nos subjectivités, elles sont aussi, et c'est bien de l'admettre, très liées à un imaginaire du porno, du travail du sexe. Et donc en fait, c'est hyper difficile de négocier en fait avec ce type d'imaginaire qui nous dépasse complètement en fait et nous précède. Et quand on parle à un homme hétérosexuel, ça va s'accompagner souvent d'un imaginaire du porno qui est extrêmement ancré, où en fait il va préconcevoir notre sexualité et notre manière de relationner avant même qu'on ait pu lui parler, donc ça peut être très difficile à démêler. Je suis beaucoup plus précautionneuse par rapport à mes relations parce que aussi, il y a toujours ce risque de pas forcément être considéré pour ce qu'on est. Mais c'est sûr que oui, je relationne pas du tout de la même manière et c'est beaucoup plus difficile de me sentir en confiance, de me sentir pleinement à l'aise, pleinement. Je pense que c'est l'un des plus gros challenges un peu des années qui vont suivre, c'est aussi de retrouver une forme de légèreté. Quand on est tout le temps en train de faire attention à genre est-ce qu'on est fétichisé, est-ce qu'on est petit patata, est-ce qu'il regarde trop mon sexe, est-ce qu'en fait il est là pourquoi, on perd une forme de légèreté qui est la légèreté elle existe vraiment quand on est une femme je pense, mais en tout cas une plus grande lâcher prise que ce qu'il y a maintenant, qui est en fait toujours une sexualité dans le contrôle et dans le tri et dans la vigilance.
Bizarrement, ça peut être en contradiction avec ce que je viens de dire, mais j'ai jamais autant aimé les relations sexuelles que après ma transition. Parce que je pense que quand on va vers soi et qu'on est aligné, on a plus tendance d'être à l'écoute de ce qu'on peut éprouver, de ce qu'on peut nouer. On prend beaucoup plus soin de ses relations. On prend plus le temps. On a plus tendance à écouter son corps. On a plus tendance à éprouver du plaisir, du désir, etc. À être un corps désirant. Évidemment, les configurations de genre ne sont pas les mêmes selon les couples et selon qu'on se trouve dans un couple entre deux personnes qui se considèrent comme des hommes. Et en fait, s'il y a une personne qui transitionne, la mobilité sociale va plus être la même. Lucas ou Pierre, en fait, tous les deux se sont construits comme des hommes gays aussi en opposition à des normes sociales qui ont été très contraignantes pour eux. Se retrouver avec une personne qui reconfigure en fait cette manière de se considérer, cette manière de relationner, c'est forcément, en fait, ça induit des changements qui nécessitent une forme de transition en soi. Viens là. Viens là. Allonge-toi. Ma fille. C'est mon bébé. Par exemple, mon histoire avec Lucas, déjà, je pense qu'il doit gérer mes états d'âme et mes peurs irrationnelles de la transition, parce que, en fait, ça m'arrive de moins en moins, mais en fait, il y a un jour où je vais me sentir très très bien, et le lendemain, je vais me sentir complètement dysphorique, et j'ai l'impression d'être, comme si, en fait, ma transition n'avait servi à rien, que c'était juste un déguisement, et que c'était une projection que je me faisais moi-même, alors qu'en fait, la veille, j'étais complètement à l'aise avec ça. Et donc, lui doit gérer, en fait, tous ces changements d'humeur, de manière de se considérer. J'imagine que ça peut pas être facile pour lui. Velvet. C'est un peu triste à dire, mais je me rends compte que je lui reproche la validation qu'il ne peut pas me donner. Enfin, dans un couple, on valide toujours le genre de l'autre d'une certaine façon. Peut-être qu'elle est là dedans. Et parfois, en fait, je lui fais un peu payer ma dysphorie, je lui fais un peu payer ce truc qu'il a, lui, en tant qu'homme gay, à ne pas forcément valider mon genre. Elle est là. Velvet. Non. Non. Elle est où? Je sais pas. Je vais la chercher. Je vais aller dans le jardin, je pense. Par exemple, avec Lucas, on est dans un couple ouvert. Moi, le fait de savoir que lui, il va relationner qu'avec des hommes à part moi, ça va aussi me provoquer beaucoup de dysphorie. Je vais me dire, mais en fait, il continue de rester avec moi seulement parce que, en fait, j'ai été un homme et qu'il me voit comme un homme. Et donc, ça va poser des questions, en fait, assez compliquées pour moi, personnellement, à gérer et à intégrer. Avoir l'impression que, en fait, ces relations qu'il entretient vont me dénaturer. Et je vais essayer de rentrer dans des questionnements complètement anachroniques en me disant, ah là là, mais en fait, il n'aurait jamais relationné avec moi si je ressemblais pas à un homme au début. Son premier message, c'était joli prénom pour un joli garçon. Et c'est terrible parce qu'en fait, je devrais pas réagir comme ça. Les gens aussi évoluent, les gens développent des intimités, des sexualités qui sont infiniment complexes et qui dépassent juste toute cette dichotomie un peu homme-femme, qui est attiré par les hommes, qui est attiré par les femmes, qui est bisexuel, qui est pansexuel. Et donc en fait, les gens vont toujours, faire évoluer leur manière de relationner, et que je devrais pas me poser ce genre de questions. Mais pourtant, ces questions, elles existent, parce que aussi, je suis dans une forme de fragilité par rapport à mon corps qui évolue vers quelque chose que je contrôle pas toujours. Et puis en fait, il y a toujours un peu cette petite musique qui nous dit, il faudrait peut-être que tu accèdes à une forme de normalité en relationnant avec des personnes qui juste aiment les femmes parce que tu es une femme et que les femmes trans sont des femmes. Des trucs complètement absurdes que je ne pense pas, mais qui sont là. Et lui, je pense de son côté aussi, le fait de ne plus avoir les mêmes manières d'évoluer dans l'espace public quand il est avec moi ou quand il est avec un homme, ou en fait tout ce qu'il a pu développer comme altérisation par les autres parce que il s'est construit comme un homme gay,
et que là en fait il se retrouve à devoir se justifier en disant je suis pas tout à fait gay. Enfin il y a quand même des choses qui me font dire que transitionner dans un couple c'est aussi faire transitionner son couple. La transmisogynie, c'est le fait de détester les femmes trans, et parfois cette détestation, elle est tellement ancrée, intériorisée, qu'elle finit aussi par influer dans nos relations amoureuses, sociales, nos interactions, etc. Et je pense que c'est ça qui s'est passé avec Lucas. Tous les errements qu'il peut y avoir au sein de cette histoire, c'est vraiment un très bon exemple de comment ma vision de moi-même et comment cette transmisogynie complètement intégrée, qui parfois en fait connaît des intensités hyper fortes, où des jours en fait je me déteste et où je perds complètement confiance en moi et en ma capacité d'appartenir, enfin de pouvoir appartenir à cette société. Et en fait je vois mon corps comme quelque chose de complètement monstrueux et j'ai l'impression que ça, c'est un très bon exemple de comment en fait la transmisogynie intégrée, elle peut me faire douter au sein de mes relations amoureuses, au sein de mes manières de relationner. C'est vraiment dans ce type de cas de figure que les amitiés sont précieuses. Un jour, je parlais avec mon amie Maxine de toutes ces projections que je me fais vis-à-vis de la sexualité de Lucas, et qu'en fait le fait qu'il soit attiré par les hommes et en fait que j'arrivais pas à me projeter dans ce désir, etc. Et elle m'a dit en fait justement de faire confiance en sa capacité d'adaptation et en sa capacité aussi de me prendre moi comme un être humain qu'il a rencontré il y a quelques années, dont il a vu l'évolution, avec qui il a noué un attachement et avec qui il a construit une sexualité qui est peut-être un peu différente de ce qu'il a l'habitude d'envisager seul. C'est une vision qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a pas mal apaisé pendant un certain temps. Dans mon cas, ma sexualité a beaucoup évolué et mes désirs ont beaucoup évolué. Avant, en tout cas, d'entamer ma transition médicale, c'était beaucoup plus facile pour moi de m'identifier comme un homme gay parce que, comme il y avait ce besoin non avoué d'être considéré comme une femme, c'était beaucoup plus facile pour moi d'être avec un homme et d'éviter un peu d'être avec des femmes parce que il y avait toujours cette peur de la réassignation. Et en fait, maintenant, plus je me sens affirmée dans ma féminité et moins j'ai peur d'aller vers des femmes, par exemple. Ça me rend beaucoup moins dysphorique d'être attirée par des meufs. Ça m'arrive parfois, en fait, de flirter. Je sais pas si ça se dit encore en 2025. Flirter. Mais par exemple, je sens qu'il y a une forme de... Je sais pas si la résistance vient de moi ou des meufs que je rencontre, mais j'ai l'impression que j'intéresse pas vraiment les femmes encore. Parfois, ça me rend un peu triste, mais je me dis que ça peut peut-être arriver, et puis ça peut peut-être aussi... Plus je vais montrer de la confiance en moi, et plus je vais montrer une forme de confiance en ma féminité, et plus ça va arriver. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, alors qu'en fait je suis souvent dans des communautés plutôt lesbiennes. Donc proportionnellement en fait à mon temps passé, à toutes ces heures passées avec des meufs lesbiennes, le ratio rendement est quasi nul. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué parce que cette peur de la réassignation, quand on a des organes génitaux perçus comme masculins, elle est extrêmement présente et elle est extrêmement forte en fait. Donc je parle de mon expérience, je sais pas comment font les femmes trans qui sont par exemple exclusivement lesbiennes, mais quand on évolue dans des communautés par exemple lesbiennes où la génitalité est survalorisée, surinvestie, c'est toujours compliqué de se placer. C'est tout aussi vrai quand on relationne avec des hommes gays, où il y a quand même cette culture qui est assez phallocentrée et où on va être aussi valorisé parce qu'on a un pénis. Donc c'est un peu compliqué, je dirais pas que la sexualité a drastiquement changé parce qu'il y a toujours ces peurs-là qui subsistent. C'est toujours très difficile pour une personne trans de s'adapter dans ses préférences génitales, en fait, qui sont
quand même assez prégnante. Et puis parfois, je fantasme aussi ce moment où, par exemple, je vais faire ma vaginoplastie. Donc en fait, c'est une opération chirurgicale qui consiste à fabriquer une vulve et un vagin à partir d'un pénis. Parfois, je fantasme un peu ce moment en me disant oui, quand ça va arriver, parce que c'est quelque chose que j'envisage. Quand ça va arriver, je vais plus facilement pouvoir relationner avec des meufs. Je vais me sentir beaucoup plus légitime aussi. Parce qu'en fait, là, il y a quand même ce truc, cette petite musique qui me dit, en fait, pourquoi une meuf lesbienne qui a été lesbienne toute sa vie va aller s'emmerder à venir avec moi alors qu'elle sait très bien que c'est pas une configuration à laquelle elle est habituée, c'est pas quelque chose qu'elle préfère. Enfin, je sais pas, il y a toujours, quand même, toujours cette pensée un peu transmisogyne qui me traverse. Une transmisogynie que je m'attribue et que j'attribue aux autres. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. C'est triste à dire, c'est horrible à dire et à assumer, mais on subit moins de violence quand on correspond à un peu plus à une image cisnormative, hétéronormée, et qu'en fait on revendique pas une forme d'étrangeté. Et c'est hyper triste parce qu'en fait on devrait tous revendiquer cette étrangeté, on devrait revendiquer en fait le droit à exister dans ses aspérités, à exister dans ses différences et dans ses spécificités. Enfin, on sera jamais des meufs cis, quoi. Et c'est hyper triste à dire, mais moi, ma manière de m'adapter, c'est de correspondre toujours plus, en tout cas en apparence, à une forme cis normative. Par exemple, en fait, le travail sur la voix, enfin, en fait, quand tu y penses, c'est hyper triste parce qu'en fait, tu travailles sur ta voix. Enfin, ta voix, c'est un marqueur de ta personnalité, c'est toi. En général, c'est pas quelque chose sur laquelle tu es censé travailler. Et en fait, là, par exemple, moi, j'ai décidé que j'allais travailler sur ma voix pour pouvoir, voilà, être moins emmerdée, en quelque sorte, renoncer à une forme à quelque chose, en fait, qui me définit. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à mon sens, une transition, c'est un alignement avec soi, c'est une grande joie, c'est le fait d'aller vers soi, mais c'est aussi une négociation avec des normes qui sont quand même parfois sexistes, parfois blanches, parfois impérialistes, et c'est un balancement entre ces deux sentiments qui fait qu'on s'adapte et qu'on survit. Margarita n'était pas soumise à des railleries constantes, mais jamais elle ne fut considérée comme normale. On exigeait d'elle un comportement exemplaire. Elle ne devait pas créer de problème, quoi que ce terme puisse englober. Elle allait à la messe tous les dimanches, mais ne s'attardait jamais à la fin sur le parvis de l'église, l'une de ces frontières invisibles qui était pour elle plus que limpide. Elle était seulement récompensée par ce qu'elle est discrète, Margarita, quand on sait ce qui se passe. Ou franchement, elle vit sa vie et elle dérange personne. Comme si être une femme trans était forcément cause de perturbations et qu'elle devait estomper la gêne qu'elle provoquait en restant silencieuse, en étant plus polie que les autres et en ignorant les attitudes désagréables. Moi, je n'étais pas dupe et mes poumons avaient un peu plus de mal à se remplir dès que je m'en apercevais. Je voyais bien à quel point son monde était étriqué et les efforts qu'elle déployait pour qu'il rétrécisse le plus lentement possible. Ma peau, mon corps tout entier, me semblait une limite asphyxiante, un scaphandre m'isolant au fond d'une mer morte, et m'imaginer finir comme elle, avec les poumons qui rapetissent, la peau qui rabougrit et le cœur sous pression, éternellement près d'éclater. Cela me terrifiait. L'exemplarité que l'on exigeait de Margarita relevait de la soumission. Alana Portero, La mauvaise habitude. Plus on avance dans sa transition et moins on a le pouvoir de reculer, enfin même si évidemment j'ai pas envie de reculer. Quand je dis par exemple que j'envisage une vaginoplastie, une fois que j'aurai fait ma vaginoplastie, je serai encore plus hormonodépendante parce qu'en fait mon corps ne fabriquera plus d'hormones et donc je serai obligée de
de pallier à ce manque en fournissant des hormones à mon corps. Ce qui est le cas maintenant dans une transition hormonale, parce qu'en fait c'est un peu le principe. Mais quand on fait une chirurgie génitale, on est encore plus contrainte d'opérer en fait ce remplacement hormonal. Et ça, par exemple, c'est un exemple de quelque chose qui est hyper stressante avec le contexte politique, parce que on est tributaire d'un pouvoir de l'État, d'un pouvoir de l'industrie pharmaceutique, et que si l'État décide de nous couper complètement l'accès aux hormones, on nous coupe l'accès aussi à nos vies, on met en danger de mort plein de personnes. À mon cercle amical, la transition, elle a plutôt opéré une sorte de tri. On se rend très vite compte qu'il y a des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à te genrer correctement, à te considérer tel que tu es. On reste les mêmes personnes, on reste les mêmes individualités, et qu'en fait, c'est simplement une manière de s'adresser à nous qui est différente. Mais sinon, j'ai gardé un peu les mêmes amis depuis que je suis arrivé en France. J'ai rencontré des personnes qui sont toujours mes amis aujourd'hui et qui constituent une famille, même si j'aime pas forcément avoir cette analogie, parce qu'en fait pour moi la famille ça a été souvent quand même un lieu de violence. C'est pas forcément un espace qui m'a permis de me construire. C'est les liens amicaux et communautaires que j'ai pu tisser ces dernières années, ces 15 dernières années depuis que je suis arrivé en France, qui m'ont permis de survivre à cet abandon et à cette rupture. Je pense qu'on ne vit pas de la même manière sa transition quand on est entouré par des personnes aimantes et à l'écoute, et c'est là qu'on réussit à traverser tout ça. Et c'est des personnes pour lesquelles la transition n'a pas été quelque chose un fait marquant. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir changé mes amitiés plus que ça, même si voilà, c'est toujours un peu délicat surtout en début de transition, où on se sent vraiment démuni, où on sent que on change pour les gens, on a peur de les perdre, on sent beaucoup plus vite l'abandon. En fait, les personnes sont restées, se sont montrées présentes. Au final, les amitiés sont beaucoup plus fortes, parce que, étant donné qu'on est beaucoup plus aligné avec soi-même, on peut aussi plus facilement s'ouvrir aux autres. Il y a vraiment quelque chose de spécifique aux amitiés entre femmes trans. Ça, c'est assez nouveau, pour le coup. Bon, évidemment, comme dans toute communauté, il y a parfois des rivalités, mais pour l'essentiel, ça reste, en tout cas de mon expérience, c'est les amitiés communautaires les plus enrichissantes, où en fait on a l'impression un peu que ça prévaut sur plein de choses. Et je pense que j'en ai fait l'expérience en début de transition. J'avais cette intuition qu'il fallait que je transitionne dans un cadre amical propice, et quand je suis arrivé dans cette coloc avec les filles, et qu'en fait on a commencé à nouer des liens, même si ces liens n'ont pas perduré toujours. Je pense que je n'aurais pas pu transitionner si je n'avais pas eu leur exemple, et aussi en quelque sorte leur expertise, parce qu'il y a aussi tout un tas de savoirs communautaires, notamment en termes d'hormonothérapie. Souvent, en fait, on est un peu des apprentis sorcières. En fait, on se découvre aussi des compétences qu'on n'avait pas forcément avant, comme par exemple lire des bilans hormonaux, s'aider en fait à décrypter comment en fait notre corps assimile les hormones, et comment s'injecter, à quelle fréquence. Il y a un peu quelque chose de l'ordre de la sorcellerie, quoi, de ces savoirs transmis de manière complètement un peu secrète, parce qu'il y a aussi tous les interdits qui relèvent de l'injection d'hormones, etc. Et en fait, toutes ces choses qu'on ne peut pas demander à un médecin, enfin, on peut les demander à un médecin, mais les médecins sont assez rares. Et souvent, en fait, c'est des associations de femmes trans qui elles-mêmes forment les médecins, qui vont ensuite, en fait, nous prodiguer des soins et des conseils. Et donc, en fait, tout ce savoir d'hormonothérapie, d'accès aux soins, de stratégies pour, contourner les violences à l'égard des femmes trans, la transmisogynie, des stratégies pour améliorer son passing, qui, en fait, sont des savoirs communautaires qui vont toujours en fait pallier à un manque étatique. Il y a tout un tas de choses qu'on échange entre nous qu'on pourrait pas échanger si on n'avait pas été dans les mêmes situations, et si on n'avait pas été toutes des femmes trans.
Aujourd'hui, en fait, je travaille dans un centre LGBT à Paris qui accompagne des personnes trans et des personnes en demande d'asile. Et par ailleurs, j'ai une activité en tant qu'éditrice dans une maison d'édition indépendante et dans laquelle récemment j'ai traduit un livre sur l'histoire de la transmisogynie. Si ma trajectoire n'avait pas été modelée à ce point par le racisme que j'ai subi en étant enfant et par le racisme que j'ai intériorisé au point en fait d'en faire une peur complètement irrationnelle, ma trajectoire de genre elle aurait été complètement différente et je me serais assumé de manière certainement différente, beaucoup plus tôt. Elle aurait été bouleversée quoi. Durant toute ma vie, j'ai pu vivre des moments que j'ai pu identifier a posteriori comme étant des moments clés, comme étant en fait des petits déclics à part entière, et des périodes où j'ai plus ou moins accepté ou embrassé une forme de féminité qui s'imposait à moi, et d'autres périodes où j'ai pu négocier avec elle. Mais le fait est que, à partir du moment où on décide de prendre ce chemin, ça va engager des remodelages en fait un peu partout de nos relations aux autres, de notre rapport aux autres, de nos rapports à soi. Et c'est ça qui va être plutôt déterminant. On va plus se vivre de la même manière, on va pas prendre les mêmes précautions en étant avec les autres. On va plus s'inscrire dans le même imaginaire non plus. Quand j'ai entamé ma transition, je pensais que c'était une manière de faire vœu de solitude un peu. Je pense qu'on est tellement empreint de stéréotypes et de représentations complètement, d'une société qui est très binaire, etc. Et que en fait, on s'attend à ce que, en faisant ce choix et en faisant le choix de s'accepter et d'aller vers soi, on va être complètement délaissé par les autres, on va plus pouvoir nouer des liens, avoir une vie amoureuse, affective épanouie. Et ce qui m'a surpris, c'est justement que ce n'est pas le cas, que en fait les relations elles changent, que par exemple on va plus forcément fréquenter les mêmes types de personnes, mais qu'il y a aussi une ouverture vers d'autres choses qu'on n'a pas explorées. Il y a plein de choses que j'ai pu vivre petite, il y a des choses qui m'ont causé beaucoup de souffrance, avec lesquelles je me suis battue, des choses qui m'ont mise dans un sentiment de solitude. Et en fait, toutes ces choses, avec la transition, toutes ces choses prennent sens et permettent en fait de dépasser une forme d'incompréhension. Alors évidemment, c'est pas du tout un alignement parfait parce que j'aurais préféré ne pas renoncer à ma famille, j'aurais préféré pouvoir aussi retourner parfois dans mon pays, voire retourner y vivre, ne pas avoir en fait à sans cesse justifier par exemple le fait que la France ne m'a pas forcément sauvé. Ça m'a pas sauvé de m'exiler. J'aurais certainement vécu ma féminité sous d'autres formes, j'aurais négocié avec d'autres choses, j'aurais moins fait face à du racisme. Mais en fait, je pense que il n'y a pas de trajectoire de transition obligée. Je ne pense pas que je sois né en me disant pour que cette personne soit heureuse, il faut qu'elle soit dans le bon corps ou quelque chose comme ça. La transition, c'est aussi une manière de m'aligner avec ses souffrances et aussi ses joies et aussi tout un tas de choses pour lesquelles j'avais pas forcément de réponse jusque-là. C'est pas arriver à un état où on est pleinement heureuse ou pleinement... Mais c'est aussi faire face à d'autres types de difficultés. Mais c'est aussi une manière de dire voilà à quoi ma vie m'a mené en tant que personne. Voilà une version de moi-même que j'estime être en accord avec ce que je suis et ce que j'ai vécu. C'est une manière de se célébrer, je pense.
L'autre rive de mon corps est une série documentaire de Myrna El Sharif et Naomi Titi, réalisée par Pauline Lagache et diffusée dans Le Cœur sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio. Récit et incarnation, Myrna El Sharif. Supervision de production, conduite d'entretien, montage et lecture, Naomi Titi. Prise de son, Paul Berthiaud et Jude Rigaud. Réalisation et mixage, Pauline Lagache. Développement de projet, Victoire Tuaillon et Naomi Titi. Production et édition, Marie Foulon et Juliette Livartowski. Identité visuelle et communication, Lise Niederkorn. Direction de production, Alban Philly. Rédaction en chef, Thomas Rozek. Ici Naomi Titi, et avec Myrna, on voulait remercier chaleureusement toute l'équipe de Binge pour leur écoute précieuse et leur retour. Merci aussi à tous nos amis, amoureux, amoureuses, de nous avoir soutenus toutes les deux dans ce long processus. Et merci à vous, chers auditeuristes, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce documentaire vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Parlez-en partout sur les réseaux sociaux et en taguant Le Cœur sur la table. Envoyez-le aux gens que vous aimez. Et si vous voulez nous écrire directement, vous pouvez le faire par mail à l'adresse lecoeur@binge.audio. On remercie aussi toutes les artistes, chercheuses et autrices à l'origine des textes qui ont porté tout ce récit. On vous met toutes les références dans la description et plein d'autres encore pour aller encore plus loin après cette écoute. Encore merci à vous pour votre écoute et à très bientôt dans Le Cœur sur la table.